dans quelle situation vous met, Monsieur Diagne? Monseigneur, Excellence, Madame la Ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, Monsieur l'Ambassadeur de France, Monsieur le Vice-président de la Fondation Albert II de Monaco, Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Président de l'Union internationale de la presse francophone, l'UPF, Monsieur le Président de l'UPF Monaco, chers représentants et représentantes des médias, Mesdames, Messieurs, chers amis. D'abord, je veux vous dire, Monseigneur, quel honneur et quel bonheur d'être ici à vos côtés, de revenir vers vous, en sol monégasque, mais cette fois en ma qualité de secrétaire général de la francophonie. Je veux donc, avant toute chose, remercier très chaleureusement et en votre illustre personne, toutes les monégasques et tous les monégasques pour l'accueil chaleureux et pour toutes les délicates marques d'attention dont on m'a entourée depuis mon arrivée. Monaco sait recevoir, n'est-ce pas? Je veux aussi saisir cette occasion pour souligner le rôle éminent, l'engagement fidèle et la contribution militante de la principauté de Monaco au sein de la francophonie. Parce qu'année après année, sommet après sommet, cette convergence de vues entre Monaco et la francophonie s'est manifestée à maintes reprises à travers nombre d'initiatives. Et je pense en cet instant à la première conférence des ministres de l'économie et des finances de la francophonie qui s'était tenue ici même en avril 1999. Et vous savez, Monseigneur, j'estime que le moment est venu d'envisager une deuxième édition. Et elle sera d'autant plus à propos et importante que la francophonie, pétrie de ses valeurs de coopération et d'échange, engage une stratégie économique pensée à la faveur de synergies concrètes, de synergies solidaires et innovantes entre ces 80 États et gouvernements répartis sur les 5 continents. Une stratégie portée par la force et le dynamisme d'acteurs économiques francophones, notamment de femmes et de jeunes entrepreneurs, rassemblés et associés autour de projets de développement que nous voulons viables et durables. Une stratégie bien adossée aussi à des partenariats robustes entre nous, institutions, organisations, fondations, citoyennes et citoyens en action. Et je n'oublie pas les médias, dont le rôle est de rapporter, de débusquer et de signaler les épreuves, les défis, certes, mais aussi les solutions, les actions exemplaires et les initiatives en marche, les belles réalisations dont l'espace francophone foisonne. Voyez, alors que nous sommes réunis ce matin pour réfléchir aux liens entre médias et environnement dans l'espace méditerranéen, c'est de synergie, c'est de coopération, d'association, de mobilisation stratégique et responsable, de développement humain et économique durable dont il est question. Tenir cette réflexion ici revêt une grande pertinence, une légitimité toute particulière. La principauté de Monaco a érigé la préservation de son environnement au rang de sur-priorité. La Fondation Prince Albert II de Monaco se distingue par son action soutenue et remarquable dans le domaine de la protection de l'environnement, de la protection des écosystèmes fragilisés, la protection de la biodiversité menacée et par son approche, je tiens à le dire, humaniste du développement durable. Sans oublier le musée océanographique mondialement réputé et le centre scientifique de Monaco. Le savoir importe, la recherche est importante. Je veux saluer la politique engagée que conduit sous votre haute autorité, Monseigneur, le gouvernement monégasque, pour faire de Monaco une cité durable, ainsi que les ressources importantes qu'il consacre solidairement à la coopération et au développement. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que dans ce domaine, comme dans tant d'autres dossiers brûlants, rien n'est impossible pour peu que la volonté politique soit au rendez-vous et à la hauteur des défis. Et pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, je suis heureuse, Monseigneur, que cette rencontre se tienne chez vous. Et je pense que nous sommes prêts à le dire tous, Monaco est incontournable sur l'échiquier méditerranéen. Or, la Méditerranée est une mer fermée. Les pollutions s'y concentrent et mettent en danger la survie des écosystèmes. Sans compter que les réserves de poissons sont surexploitées, vous l'avez dit.
Les espèces marines sont sérieusement menacées. L'espèce humaine aussi est exposée chaque jour au pire. Nous ne pouvons désormais évoquer la Méditerranée sans avoir bien sûr le cœur serré, ni sans inquiétude. Je pense en cet instant, comme vous, sans aucun doute, que dans cette mer se joue l'autre grande tragédie de ce siècle, celle des migrations. Or, bon nombre de ces femmes, de ces hommes, en grande majorité des jeunes que nous voyons à la dérive, entassés sur des embarcations d'infortune, sont aussi en grand nombre des réfugiés climatiques, chassés par les effets dramatiques et dévastateurs du réchauffement climatique. Déforestation, érosion, raréfaction et épuisement des points d'eau, désertification, des terres qui ne donnent plus, des pluies ou trop rares ou qui emportent tout sur leur passage. Nous savons qu'il y a urgence. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les populations aussi nous le disent. Certaines sont épuisées, d'autres résistent. Et leurs efforts d'adaptation doivent être soutenus. Pour cela, il faut le faire savoir. Il faut montrer tous ces efforts. Il faut montrer tout ce qui s'accomplit et avec tant de génie et d'ardeur. Je tiens à le dire, je l'ai vu souvent. Les moyens, bien sûr, doivent suivre. Et le rôle des médias est capital. Il est irremplaçable, tant il faut sans relâche alerter, informer, éduquer, sensibiliser, de manière juste, de manière éclairée, nuancée, rigoureuse et complète. Tant il faut aussi s'associer aux exploits quotidiens, voire héroïques, des populations affectées. Je veux dire à l'Union internationale de la presse francophone combien, à travers ce symposium, elle fait œuvre, je dirais, utile, mais plus que cela encore, essentielle, en permettant au point de vue de s'exprimer, aux solutions de se dessiner, en s'assurant que l'enjeu demeure présent dans tous les esprits, que journalistes et médias se concertent pour informer, le faire toujours mieux, est un atout majeur pour la sauvegarde de la planète et de la vie. Car aucune avancée ne sera possible sans une parfaite connaissance des enjeux environnementaux. Nous avons fait du chemin, mais nous savons à quel point il reste encore beaucoup à faire. Aucune avancée ne sera possible sans des médias libres. Or, nous savons que de puissants lobbies industriels exercent une pression sans précédent sur les gouvernements pour pouvoir perpétuer, contre toutes les évidences scientifiques et en toute impunité, des pratiques industrielles nuisibles à l'environnement. Nous savons également que des pressions intolérables sont exercées sur les journalistes. L'ONG Reporters sans frontières, RSF, nous l'a signalé, l'enjeu environnemental est tel que certains groupes d'intérêt n'hésitent plus à menacer physiquement les journalistes qui enquêtent sur les pratiques illégales portant atteinte à l'environnement. Les questions environnementales soulèvent et soulèveront encore les passions, alimenteront encore les polémiques. Trop d'intérêts économiques, trop de pratiques depuis longtemps ancrées dans l'ignorance de la dimension environnementale et dans l'illégalité sont en jeu. Dans ce contexte, il est essentiel que les journalistes puissent extraire de ces controverses, bien sûr, les idées justes, les données justes, afin d'éclairer et d'informer les opinions publiques en toute transparence et en parfaite connaissance, et de susciter ainsi l'adhésion et l'engagement de toutes et de tous en faveur d'une planète durable. C'est l'objectif principal, il me semble, de ce symposium. Je crois beaucoup, aussi comme vous, à la contagion positive des valeurs écologiques. Je crois aussi beaucoup à la capacité et à la volonté qu'a la jeune génération de réussir là où nous avons échoué, d'aller de l'avant là où nous avons trop longtemps tergiversé. C'est pourquoi, dès mon entrée en fonction, j'ai souhaité, vous l'avez vu, que la francophonie organise avec la jeunesse une campagne intitulée « J'ai à cœur ma planète ». Plus de 10 000 jeunes de tout l'espace francophone y ont adhéré. Ils ont manifesté avec ferveur et créativité leur engagement afin que ce monde dans lequel ils vivent, et ils vivront après nous, ne soit pas un monde menacé de destruction par le dérèglement climatique. Et dans le même élan, j'ai veillé à ce que la francophonie, comme elle le fait dans tous les grands rendez-vous internationaux et à propos de tous les grands défis de l'heure, puisse proposer une réflexion de tout premier plan lors de la COP 21 à Paris. COP, Conference of Parties.
Vous nous entendrez dire de préférence en français CDP 21, Conférence des partis. La francophonie sera aussi au rendez-vous de la CDP 22, qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, autre pays membre de notre organisation et de notre espace francophone. Ce sera à nouveau l'heure de vérité sur la mise en œuvre des décisions, sur le suivi et l'évaluation des engagements pris à Paris. Donc, d'autant plus important. Et soyez assurés que notre organisation, à travers son Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, est déjà à pied d'œuvre aux côtés des autorités marocaines, mobilisant toutes ses expertises pour accompagner de tout son poids la pleine participation des pays francophones dans cette prochaine conférence, pour les aider à produire une réflexion de qualité, à renforcer leur plaidoyer et leur capacité de négociation sur ces questions cruciales pour la stabilité, la prospérité et l'avenir de l'humanité. Pour garder aussi vif et intact l'esprit qui s'est dégagé de Paris, pour rappeler surtout les États à leurs obligations. Alors sur ce sujet, comme sur tant d'autres, vous pouvez compter sur la francophonie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'UPF, chers amis, nous nous constituerons avec vous, vous toutes et vous tous, en lanceurs d'alerte pour dénoncer sans cesse les engagements non tenus, pour souligner partout et en toutes circonstances l'urgence de réagir et d'agir. Et nous avons ici, en Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, un allié indéfectible. Alors c'est l'ultime finalité de notre action commune, c'est notre contribution, je dirais, à l'écriture de l'histoire. Monseigneur, Excellences, chers amis, je vous remercie.